Bien, nous allons reprendre. Est-ce que je suis allumé? Oui. Nous allons reprendre nos doctes travaux. Et j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Tardy et François Laurent. Alors, je suis un peu gêné de les accueillir parce que moi, je viens d'ailleurs et eux, ils sont d'ici. Donc, normalement, ce n'est pas à moi de les accueillir. Mais enfin, c'est une sorte de révolution copernicienne, bien caractéristique, après tout, d'un colloque qui s'intéresse à un texte qui, lui aussi, est en révolution copernicienne, puisque c'est un texte écrit par un Parisien, mais depuis la province. Ça fait partie aussi des plaisirs. Alors, vous savez que Cécile Tardy enseigne ici, puisque elle est de l'université de Limoges, si je ne me trompe. Oui. Et ses recherches portent sur la littérature française du XVIIe siècle, et particulièrement sur le genre épistolaire. Elle a notamment édité les entretiens de Voiture et de Costard au classique Garnier. Elle s'est intéressée au phénomène de transfert des autorités, les autorités qui, à la Renaissance, étaient érudites et savantes, et qui, au XVIIe, passent, vous savez, c'est une idée qui est très développée en ce moment, à la mondanité et à la construction, à l'élaboration d'un jugement de goût. Cette problématique a été au cœur de plusieurs de ses articles portant sur l'analyse des pratiques de citation, sur les phénomènes de polyphonie énonciative et de dialogisme. Donc, elle enseigne dans le département de sciences du langage de la faculté des lettres de Limoges, dans le centre de recherche sémiotique, et elle a fait évoluer ses travaux en les ancrant dans des questionnements plus spécialement linguistiques, et c'est d'ailleurs avec un linguiste, je crois, qu'elle va prononcer une communication en double, puisque c'est également François Laurent qui nous vient de la même maison, puisqu'il est directeur du département de sciences du langage et de l'information et de la communication à l'université de Limoges. Lui, ses recherches portent sur la linguistique et la littérature médiévale, notamment les insertions lyriques dans les romans français en vers du XIIIe siècle. Et l'insertion lyrique dans le roman, c'est une grande spécialité de La Fontaine, le mélange et le mariage. Ce à quoi s'ajoute dans les travaux de François Laurent la sémantique textuelle, la sémantique narrative, la sémioanthropologie et la sémiotique du visible, dans le cadre du laboratoire du Centre de recherche sémiotique et autour du projet de recherche Architrace, qui a pour objet central la production du plasticien limousin Georges Laurent, qui est à la fois un artiste et un créateur patrimonial. François Laurent collabore également avec plusieurs laboratoires scientifiques de l'université dans le cadre d'une réflexion praxéologique sur les usages d'un module de distanciation sociale en contexte pandémique. Et là, nous sommes dans l'actualité immédiate. Mais exceptionnellement, il va se tourner vers le passé. Enfin, pas tout à fait exceptionnellement, puisqu'il nous vient du Moyen-Âge. Enfin, du Moyen-Âge et du présent, de l'immédiat présent. Donc, il est à mi-distance, si je calcule bien. Et tous deux vont traiter le voyage en Limousin de La Fontaine, construction et résolution d'une hétérogénéité textuelle. Je leur laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci beaucoup, Odile, pour l'invitation et cette belle idée de journée d'études autour de ce texte de La Fontaine. Alors, pour commencer, nous pourrions dire que les spécialistes de La Fontaine qui se penchent sur l'œuvre de ce poète, qui cherchent à en comprendre la séduction, sont généralement amenés à formuler un paradoxe. C'est-à-dire que l'œuvre de La Fontaine, souvent on dit qu'à la fois le lecteur est assez saisi par son unité, ce que Delphine Denis appelle aussi sa forte identité stylistique, sa cohérence. Et puis d'un autre côté, ce qui frappe aussi quand on la lit, c'est son hybridité, qui a reçu plusieurs appellations selon les critiques. On a pu parler de bigarrure, je crois que Patrick Dandré, vous avez parlé d'ambivalence, on a pu parler aussi de polymodalité. Donc on est vraiment face à une œuvre qui apparaît aussi comme hybride. Et pour le voyage en Limousin, c'est quelque chose qui frappe tout de suite. Parce qu'en réalité, c'est pour ça aussi que j'ai mis un extrait du manuscrit de La Fontaine. On voit très bien qu'on a deux blocs textuels différents. On a la prose et les vers. Et donc, on a bien une saillance perceptive, puisque finalement, on voit que sur le fond homogène de la prose, des passages versifiés vont faire saillance. Et puis surtout qu'en fait, donc on a cette saillance perceptive, visuelle, mais qu'en fait, à la lecture, on se rend compte qu'elle se conjugue avec une saillance qu'on va pouvoir dire discursive.
Alors en fait, c'est-à-dire que quand on lit, on se rend compte que finalement, vers et prose ne font pas partie tout à fait d'un seul bloc qui se lirait dans sa continuité, mais que assez souvent, finalement, les vers vont réécrire le texte versifié. Ce qui fait qu'au bout du compte, on se rend compte que le flux textuel de la linéarité va se scinder et que on est amené tout naturellement en tant que lecteur à s'interroger. Et c'est ce qu'on a essayé de faire sur les relations qu'il y a entre ces deux unités textuelles quand même assez distinctes que sont la prose et les vers. Alors avant d'aller plus loin, il y a un premier constat qui s'impose. Ici, le modèle n'est pas celui du roman médiéval à insertion lyrique que vous avez évoqué, puisque dans ce cas, en fait, c'est les vers d'une autre plume, généralement, qui sont insérés dans la prose. Le modèle est bien, chez La Fontaine, celui du prosimètre. Alors, vous l'avez dit à juste titre, hein, il y a une pratique qui est assez finalement bien balisée avant La Fontaine. Mais en même temps, là où c'est quand même intéressant, c'est qu'il y a un quasi-vide théorique au XVIIe siècle, si l'on accepte le texte de Pélisson. Donc le prosimètre n'est pas, c'est ce que dit Nathalie Dauvois notamment, le prosimètre n'est pas au XVIIe siècle associé à un genre, même le mot n'existe pas, donc il n'y a pas de législation. Ce qui fait que finalement, l'unité du voyage à Limousin, du voyage en Limousin, elle n'est pas donnée d'emblée comme une unité générique, mais elle est à conquérir sur une hybridité. Et c'est ça qui nous a intéressés. Finalement, on a voulu s'intéresser un peu sur la démarche rhétorique qui pourrait être identifiée dans ce texte. Et ce qui vraiment nous a intéressés, c'est de réfléchir à la nature des hétérogénéités, on y vient donc, impliquées par ces relations et cette alternance vers-prose, et la manière aussi dont elles se résolvent, car c'est aussi, ce qu'on pense, c'est qu'il y a une résolution de ces hétérogénéités. Alors voilà, pour ce voyage auprès de La Fontaine, bien sûr, il nous faut une boussole, donc ça sera le cadre théorique des sciences du langage, et quelques étapes. La première va nous conduire vers un paysage de plaine et de relief, puisque finalement, les relations vers-prose, quand on y réfléchit, elles vont se penser dans un premier temps en termes de continuité et de discontinuité. Alors, tout d'abord, ce qui relève de la continuité. Alors, sur la diapositive, on a voulu en proposer une liste qui n'est pas exhaustive. On ne va pas s'attarder parce que finalement, cette continuité, dans une large part, elle est assez évidente. C'est une continuité qu'on pourrait dire médiatique, stylistique, linguistique, c'est la même langue. Alors ça peut paraître évident, mais ça ne l'est peut-être pas tant que ça non plus, puisque Virgile est traduit en fait en français. Bon, ce n'est pas non plus toujours le cas dans les correspondances, notamment celles du début du siècle. Cette continuité aussi, on peut dire qu'elle est narrative, énonciative, puisqu'on a un narrateur-poète qui est présent dans les vers et dans la prose, contrairement à ce qu'il en est dans les insertions lyriques, par exemple. Et c'est d'ailleurs d'autant plus marquant, cette continuité, que finalement, dans les passages en vers, on se rend compte que La Fontaine, il s'amuse à reconduire une situation un peu d'énonciation discursive, d'un jeu vers un tu. Peut-être que Agnès Pousson, c'est quelque chose par rapport à l'expression du jeu aussi qui t'intéressera, mais voilà, il y a ce même jeu du poète qui est celui du prosateur. Bon, ces continuités, elles sont enfin thématiques, lexicales, et c'est peut-être là d'ailleurs que c'est le plus net, puisque finalement, les vers, ils correspondent à quoi? Eh bien, ils correspondent au temps fort du voyage, au développement poétique d'une thématique qui a d'abord été introduite en prose. Donc très clairement, et il n'y a rien d'étonnant là-dedans, hein, la textualité fait état d'un fond homogène sur lequel donc des différences, des reliefs, vont pouvoir se dessiner. Donc nos discontinuités. Alors là encore, voilà, elles coulent assez de sources, donc on va aussi aller assez vite. Bien sûr, il y a des différences, on s'en doute, de scansion, d'allure, de prosédie, entre ce que les latins appellent l'oratio vincta, qui va être la parole composée en vers, devant obéir à des contraintes métriques, et puis d'un autre côté, ce qu'on appelait l'oratio soluta, le discours libéré du maître, et qui va être plus proche du sermo, c'est-à-dire de la conversation épistolaire. Il y a peut-être un point sur lequel on aimerait surtout insister. En fait, c'est le fait que ces différences, elles se manifestent à partir d'une homogénéité de départ. Ce qui fait qu'il y a vraiment cette sensation d'une intrusion du discontinu sur du continu. Alors, on peut prendre un exemple sur le plan phonétique, par exemple. Le vers, même s'il utilise les mêmes mots que la prose, va parfois impliquer une prononciation différente.
Donc Damien Fortin, dans son édition, note par exemple qu'à un moment, le terme de droite va se prononcer drette. Ou bien alors il y a beaucoup de direts chez La Fontaine. Donc voilà, des différences qui vont être notables sur le plan de la prononciation. Sur le plan graphique aussi. La Fontaine, il joue, par exemple, pour l'adverbe encore, de la liberté poétique. Il autorise à enlever, par exemple, le E final, ce que condamne pourtant Vaugelas un peu avant. Donc, il s'autorise quelques licences poétiques sur le plan graphique. La syntaxe est aussi assez clairement archaïsante chez La Fontaine. Un exemple parmi d'autres, il va utiliser le que causal dans certains vers. Alors, pour avoir peut-être une remarque plus générale, en fait, on voit que La Fontaine, et c'est un trait qu'il partage avec Voiture d'ailleurs, hein, il va bien aimer donner à ses vers une coloration assez archaïsante, s'inscrivant pas vraiment dans cette dynamique de polissage de la langue initiée par Malherbe au début du siècle, et jouant quand même sur cette différence prose-vers. Voilà, donc discontinuité. Pour continuer un peu sur ces discontinuités, on a dit tout à l'heure qu'en fait, il aimait bien reconduire des situations d'énonciation discursive, d'un je vers un tu dans les vers. Mais bien sûr, dans les vers, il y a une différence, puisque le tu, ce n'est plus Madame de La Fontaine, mais ce sont des instances diverses auxquelles il va s'adresser. Donc on a une sorte d'explosion un peu du cadre d'énonciation discursive qui est celui de la prose épistolaire. Et dernière chose qui est assez intéressante, ce sont les discontinuités qu'on peut dire thématiques ou lexicales. Parce que les thématiques sont les mêmes, on l'a dit, mais en fait elles vont faire l'objet de développements différents. C'est ce qu'on a pu appeler une dynamique discursive. Par là, on veut dire qu'en fait, on a une espèce d'accroissement soudain d'une intensité thématique qui est présentée dans la prose et qui va être en quelque sorte, on pourrait dire, sublimée dans la poésie. Alors c'est vraiment un trait récurrent, on peut en donner quelques exemples, mais La Fontaine va voir des bossus et donc ça va donner lieu à un poème où il invente une espèce de cosmogonie en fait à partir de cette anecdote. Il voit la Loire et cette Loire dans les vers, ça va se transformer en témoin de la Genèse. Pour la cellule de Fouquet aussi, c'est assez amusant parce que dans la prose, il parle de la porte de cette cellule et dans les vers, ça devient 3 portes. Et même dans une autre version d'Damien Fortin que vous avez notée, il y a 8 portes à cette cellule. Donc on a vraiment une sorte d'élévation du thème qui est assez intéressant, qui se conjugue sur le plan formel. Aussi, alors stylistiquement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a notamment le procédé de ce qu'on appelle la copia, c'est-à-dire l'amplification. Bon, on n'a pas le temps de détailler, mais aussi le procédé de ce qu'on appelle l'exphrasis, en fait une description qui rend en fait animé ce qu'on évoque. Donc ce sont des procédés stylistiques qu'on va voir apparaître dans la poésie et qui sont vraiment intéressants de ce point de vue-là. Donc voilà, pour conclure, sur cette différenciation entre les vers et la prose, ce qu'on voudrait noter, c'est surtout qu'au bout du compte, en grossissant le trait, bien sûr, on pourrait avoir l'impression que ce voyage, il se compose de 2 unités textuelles complètement différentes, à la fois sur le plan du sens, parce qu'il y a plein de tensions sémantiques, sur le plan du style, je ne détaille pas, mais il y aurait cette opposition entre asianisme et atticisme qui pourrait être exploitée. Et on aurait donc finalement 2 œuvres, une correspondance familière, un recueil poétique, une sorte de comble d'hétérogénéité, puisque quand on y réfléchit bien, elle repose quand même sur des contraintes génériques très différentes. L'une est censée se placer du côté de l'improvisation, de la linéarité, alors que l'autre serait plutôt du côté du labeur et d'une lecture en profondeur. Donc on a vraiment une sorte d'hétérogénéité maximale qui n'est pas donc résolue au XVIIe siècle par la théorie et que La Fontaine et le lecteur pourront peut-être résoudre. Donc c'est un processus de résolution sur lequel nous allons un peu réfléchir. Mais avant, l'idée c'était aussi de faire une sorte de petite escale dans un jardin pour proposer une étude de cas qui sera l'occasion d'appliquer cette grille d'analyse qu'on a présentée de manière un peu schématique et rapide à un cas particulier. Donc je vous invite à regarder, pour tous ceux qui l'ont l'exemplier, la citation 4 que mon collègue va analyser de manière précise. Voilà, très bien. Donc, dans cette citation 4, on découvre, en fait, c'est au tout début du texte, on découvre notre cher La Fontaine qui n'est qu'au début de son périple, il est à Clamart précisément, et il va se rendre dans un jardin, le jardin d'une certaine Madame Chastelain, enfin il l'appelle MC, et du coup la beauté de l'endroit va lui inspirer
un poème constitué, que vous avez sous les yeux, donc, hein, un poème constitué de 6 quatrains heptasyllabiques. Alors, voilà. Ce qu'on essaye de montrer, en fait, c'est d'essayer, pour le dire très simplement, c'est d'essayer de montrer quelles sont les identités et les différences qui se nouent entre la prose et le vers. D'accord ? Donc on va commencer par les continuités, hein, ainsi que cela avait été annoncé par ma collègue. Donc globalement, il y a 3 types de continuités. Des continuités énonciatives, des continuités de nature thématique et lexicale, et des continuités associées à la linéarisation des traits sémantiques. Alors, je vais aller très vite sur les continuités énonciatives, parce que cela va de soi. Il y a un pronom personnel « je » dans la prose, je retrouve un pronom personnel « je » dans les vers, cela suffit à établir une relation de continuité. Plus intéressantes, selon nous, sont les continuités thématiques. Alors, peut-être un peu plus technique également, je vais essayer de bien expliquer, je vais peut-être utiliser des mots barbares, mais je vais essayer de les traduire en langage plus simple. Parce que l'essentiel, si vous voulez, là c'est un point crucial pour nous, parce que l'essentiel de la cohérence qui est maintenue entre la prose et le vers l'est grâce à ce que l'on appelle des continuités thématiques. De ce point de vue, on peut même dire que le poème, bien souvent, constitue une sorte de duplication thématique de la prose, tissant ainsi une sorte de toile de fond homogène. Et donc, l'analyse de ces continuités consiste alors, pour une large part, à un repérage des isotopies. Alors, il faut que j'explique un peu quand même ce que c'est qu'une isotopie. Alors, en sémantique, une isotopie, c'est tout simplement la récurrence d'un sème. Alors, un sème, c'est quoi? C'est une unité de signification minimale. Je donne un exemple tout simple et vous allez voir, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Si je prends le vers de Paul Éluard, l'aube allume la source, eh bien, dans ces 3 mots, en fait, j'ai une répétition sémantique du type, alors nous on dit incoativité, plus simplement commencement. Hein. L'aube, c'est le commencement du jour, allume, c'est commencer à mettre le feu, et la source, c'est le commencement du cours d'eau. Donc c'est ça, une isotopie, c'est tout simplement la récurrence d'un trait sémantique. Alors vous voyez, quand j'ai ce texte sous les yeux, je vois tout de suite en fait qu'il est question de quelque chose, il y a une première isotopie qui se dégage, qu'on appelle nature, végétale, botanique, arbre. Hein. Tout simplement, quand je lis ce texte, je vois qu'il est question de cela, quoi. C'est la découverte d'un jardin. Alors, comment se justifie ces traits sémantiques, végétal, botanique, arbre? Eh bien, je me rends compte que je retrouve dans la prose et dans les vers un vocabulaire là, que l'on a mentionné dans le tableau, eh bien, à partir duquel ressortent ces traits sémantiques, ce qui établit donc une première continuité entre la prose et les vers. Alors c'est sans doute l'isotopie dominante qui est responsable de l'impression référentielle globale du passage en quelque sorte, et cette isotopie s'accompagne de surcroît de récurrences lexicales, bois, châtaignier, gazon, etc. etc. Alors, deuxième chose, on se rend compte, oui, bon là on va passer, hein, voilà, je continue avec l'isotopie numéro 2, on considère, en lisant attentivement ce passage, qu'il y a une deuxième isotopie que l'on nomme, à défaut d'être original, divinité. Pourquoi? Parce qu'il est question de divinité dans la prose, il est question de divinité dans les vers, ceci donc instituant eh bien, une autre forme de continuité. Troisième isotopie qui est plus discrète, mais qui n'est pas sans intérêt pour ce qui est de l'analyse des continuités entre prose et vers, le trait que nous avons nommé sélection. Alors, ce trait sélection, il peut être déduit dans la prose eh bien, par cette citation, hein, le jardin de MC mérite aussi d'avoir sa place dans cette histoire. Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne en fait La Fontaine. Il sélectionne un moment fort de la journée, un paysage, un château, et il le sublime dans un poème. Et ce trait sélection, il est également présent dans la première strophe du poème, puisque donc du coup l'amphithéâtre de Gazon est devenu un trône, le trône d'un dieu, d'accord, enfin un trône qui est élu en quelque sorte par les dieux, puisqu'il est retenu comme le patron qui va servir à construire le trône des dieux. Quatrième isotopie, donc qui est impliquée un peu par toutes les autres, c'est l'isotopie que l'on a appelée mélioratif. Hein, c'est-à-dire que en fait c'est une continuité qui est assez dense également et qui implique qu'il y a pour le dire de manière plus simple,
Il y a des choses que La Fontaine trouve très belles dans la prose, et il y a des choses que La Fontaine trouve très belles dans les vers, et cela compose donc ce que l'on appelle une isotopie du type méliorative. Alors, ce n'est pas tout, on se rend compte que ces traits sémantiques que l'on a essayé d'isoler se distribuent de manière équivalente. Alors c'est vraiment quelque chose qui est un peu surprenant peut-être, mais si je m'intéresse à la distribution de ces traits qui ont été dégagés dans la prose et dans les vers, je me rends compte qu'ils se succèdent dans un ordre équivalent. Si je regarde dans la prose, j'ai donc le trait sélection, puis j'ai le trait végétal plus arbre, j'ai le trait ensuite mélioratif, jugement esthétique, végétal, gazon. Et puis la reprise narrative, enfin, réitère donc un trait mélioratif dans une axiologie conclusive. Eh bien, dans le poème, cette sélection, elle suit le même ordre. Je commence par le trait sélection, puis suis ensuite le trait végétal, arbre, mélioratif, etc. etc. Donc, vous avez compris le principe. Du coup, j'ai une sorte de rythme, en fait. J'ai un rythme sémantique qu'on a appelé A, B, C, D, E, F, qui se répète donc dans la prose et dans les vers. Alors il y a quelque chose qui détonne quand même, parce qu'il y a quelque chose qui est assez curieux dans ce poème. Quand on lit la conclusion du poème, alors je vous la relis. De quoi sert tant de dépenses, les grands ou beaux sont vantés, vive la magnificence qui ne coûte qu'à planter. C'est-à-dire vive la magnificence qui ne coûte qu'à planter des arbres, c'est ça. Et puis regardez la reprise, regardez donc cette reprise narrative, c'est quand même curieux, cette disjonction soudaine. Nonobstant ces moralités, j'ai conseillé à MC de faire bâtir une maison proportionnée en quelque manière à la beauté de son jardin et de se ruiner pour cela. Donc là, on change complètement la conclusion, nous fait entrevoir finalement un début de différenciation sur ce fond homogène. Et donc ce qui va me permettre d'enchaîner sur ce que l'on a appelé les discontinuités. Comme souvent dans ces lettres, l'apparition des vers coïncide avec un changement de ton plus ample, privilégiant l'emphase, ainsi que l'illustre par exemple souvent le recours à des figures de la mythologie, comme cela a été dit précédemment. Un lexique plus noble, vous voyez, les marches qui sont exposées dans la prose deviennent des degrés. Ce qui est beau dans la prose devient dans les vers majestueux, superbe. Le jeu de paume se transforme en trône des dieux. Alors, les allées lui plaisent de ce jardin, on est dans la prose. Et puis dans les vers, on trouve cette élévation emphatique. J'aime 100 fois mieux cette herbe que les précieux tapis sur qui l'Orient superbe voit ses empereurs assis. Vous voyez, on assiste donc à une sorte d'élévation sur le mode emphatique, avec cette allusion à l'Orient dont la seule évocation est sans doute un peu plus propice au fantasme que ne l'est la mention de la ville de Clamart où se situe le jardin de MC. Alors, le changement de ton correspondant à l'apparition du poème est une constance en fait dans ces lettres, mais il ne faudrait pas non plus tomber dans une simplification abusive qui consisterait à dire, voilà, le vers c'est le lieu de l'emphase et la prose c'est le lieu dans lequel il n'y a aucune emphase. Il suffit de regarder donc, dans le passage qui précède l'insertion du poème, un passage qui a déjà été cité précédemment, puisque dans la prose, on a bien cet élan poétique, puisque La Fontaine nous dit, ce bois, donc il décrit un bois qui est au fond du jardin, il nous dit, voilà, il le décrit à la manière de La Fontaine, et ça donne ce bois qui paraît en l'enfoncement avec la noirceur d'une forêt âgée de 10 siècles. Mais continuons la lecture. Tout de suite après, il y a une sorte de rétractation, en quelque sorte. La Fontaine vient nuancer cet élan avec une certaine autodérision, selon nous, et provoque l'abaissement brutal d'un élan poétique, brusquement contenu dans une forme de langage plus terre-à-terre, l'écrivain épistolaire retrouvant en quelque sorte ses esprits, et ça donne « Les arbres n'en sont pas si vieux à la vérité, mais toujours peuvent-ils passer pour les plus anciens du village. » Voilà. Il y a également des discontinuités thématiques. Alors, vous allez nous dire que on est dans la contradiction, puisqu'on a passé la première partie de l'exposé à vous expliquer qu'il y avait des continuités thématiques. Mais c'est bien ce qui se produit, parce qu'on voit finalement que ce fond homogène qui est impliqué par les continuités thématiques sert en quelque sorte à favoriser l'intrusion de choses discontinues. C'est
fois. Alors, les discontinuités thématiques, du coup, on les a classées en 3 catégories: spatiale, actorielle, temporelle. Donc, dans la prose, il est question de l'amphithéâtre de Gazon. Il est question d'un ici, hein, c'est Clamart, hein, le jardin à Clamart. Dans les vers, c'est un là-bas exotique, c'est l'Orient. On est dans l'Orient, on se trouve catapulté dans un là-bas nettement plus exotique, comme on l'a dit. D'un point de vue actoriel, dans la prose, j'ai La Fontaine, certes, rédacteur des lettres, et puis cette mystérieuse MC, tandis que j'assiste à un accroissement du nombre de personnages dans les vers, et puis à une élévation en quelque sorte de leur statut actoriel, hein, puisque j'ai La Fontaine, auteur de poésie, le dieu Pan, le faux, nos aïeux, les empereurs d'Orient. Enfin, vous avez compris le principe. Et puis d'un point de vue temporel, j'ai une datation explicite dans la prose, hein, qui correspond bien au récit épistolaire, tandis que dans les vers, je me retrouve avec l'évocation d'un passé mythique où les forêts constituent l'habitat des dieux. Voilà. Alors ça nous ramène au dernier point, là, pour aller très vite. Hein, ma collègue vous a évoqué donc, ce que l'on appelait la dynamique discursive. Si vous voulez, la conjugaison de ces discontinuités stylistiques et thématiques provoque donc, à chaque fois qu'on assiste à l'intrusion d'une forme poétique, un accroissement soudain, une certaine forme d'intensité, ce qui est constamment le cas dans ces lettres. Alors, on le voit ici, le jardin de MC de Madame Chastelain a l'air très beau, en effet, effectivement, d'après ce qu'en dit l'auteur dans la prose. Or, la versification ne se contente pas de dupliquer un contenu descriptif en prose. Non seulement elle transforme ce joli jardin en accessoire des dieux, mais surtout, elle introduit une réflexion écologique, au sens général du terme, sur les rapports entre l'homme et la nature, une réflexion esthétique également, qui suspend un instant le quotidien d'un voyage parfois sans intérêt, autre qu'anecdotique. Hein. On apprend que M. Clamart a cassé son épée, super, on mange du beurre frais, bon, voilà, très bien. Donc, au terme de la progression de cette intensité avec l'intrusion donc, du discours poétique, l'atterrissage est parfois brutal, ainsi que s'en amuse La Fontaine, avec cette reprise narrative qui, d'une part, inverse des jugements de valeur associés aux actions de planter et de bâtir, et qui, d'autre part, nous ramène à la trivialité des choses ici-bas, celle qui consiste à organiser un voyage, partir le 26, prendre le carrosse à Bourg-la-Reine, qui va arriver à Poitiers, heureux lecteurs que nous sommes de l'apprendre. Voilà, donc en guise de résumé, là, pour vous résumer des continuités et discontinuités, vous avez un tableau. Alors, je ne vais pas le commenter davantage. Ah non, c'est juste c'est le résumé des discontinuités. Voilà, elles sont génériques, registrales, stylistiques, thématiques et dynamiques. Pour conclure, sur cette étude de cas, ces lettres ont en fin de compte quelque chose de profondément baroque, car elles fondent la démonstration éclatante qu'une harmonie des contraires est possible. En tout état de cause, la définition de ce courant artistique par Wölfflin semble en tout point correspondre à la construction des hétérogénéités suivies de leur résolution que renouvelle le texte pratiquement à chaque page. Le mouvement baroque a en effet ceci de significatif, d'après le théoricien de l'art, qu'on cherche intentionnellement la dissonance et que l'attrait artistique du baroque consiste dans la résolution de ces dissonances. Tout se passe comme si cette rhétorique baroque constituait une syntaxe profonde, une sorte de matrice organisationnelle s'actualisant à tous les niveaux de la textualité, jusqu'aux strates les plus superficielles, dans diverses figures, comme celle que constitue justement ce jardin par un effet d'enchâssement absolument étonnant, puisque ce jardin répond dans ses qualités esthétiques à la définition de ce qu'est un jardin baroque. Voilà, donc il est temps, on en a fini avec cette étude de cas, c'était pour vous montrer un exemple des continuités et discontinuités. On va essayer donc de vous montrer une formalisation donc, de ce mouvement constructeur des hétérogénéités et de leur résolution. Alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à aimer les textes que l'on étudie, à les valoriser excessivement. Pourtant, au-delà de la question du prosimètre, il se passe quelque chose dans ce texte qui le rend atypique, quelque chose d'un peu insaisissable que nous souhaitons pourtant appréhender, quitte à grossir le trait, mais c'est le jeu. Donc, nous vous proposons donc de découvrir la représentation schématique de ce que nous avons appelé le mouvement constructeur des hétérogénéités et de leur résolution. Alors tout d'abord, c'est un schéma vous voyez, qui a 4 positions. La position 1 rend compte de ce qui pourrait être une lecture intuitive, dégageant des continuités
permettant de maintenir la cohérence de la signification. La position 1, c'est ce fond homogène dont on a parlé, avec des continuités thématiques, stylistiques, énonciatives, je ne reviens pas dessus. Avec la position 2, il se produit quelque chose. On assiste, en passant de la position 1 à la position 2, à une augmentation des contrastes à partir de contrastes faibles ou inexistants. On a un début de différence qui se crée entre la prose et le vers. Une opération que la sémantique textuelle appelle la dissimulation. Et puis on en arrive à une position 3 qui est obtenue lorsque les marqueurs de discontinuité dépassent un certain seuil, une certaine limite, et qu'ils finissent par établir des relations carrément disjonctives. Et là, les contrastes atteignent un tel degré de saturation qu'ils placent les contenus en vers et les contenus en prose dans une relation de compétition où sont exacerbées les tensions sémantiques, dynamiques, énonciatives, etc. Cécile. Ouais. Ok. Donc, en fait, la position 4, ensuite, ça va être le résultat, finalement, d'une dynamique qu'on va aussi observer de diminution des contrastes à partir de cette position 3 où les contrastes sont perçus comme forts. Alors, on a souhaité s'attarder un tout petit peu, on a 2-3 minutes encore. Vas-y, regarde. Okay. Ouais, super. Ok. Sur cette dynamique de diminution des contrastes, en fait, on vous a emprunté une notion qui nous a semblé intéressante pour en rendre compte. C'est la notion de superposition. C'est la citation 7 de l'exemplier. Bon, c'est à partir des fables, hein, mais c'est vrai que... en fait, ça nous paraît vraiment adéquat pour rendre compte un peu de cette nouvelle étape dans les relations entre les vers et la prose. En fait, l'idée ici, ça serait de dire que ces contrastes vers-prose que La Fontaine a bien mis en évidence, il va aussi s'amuser finalement à les atténuer et à jouer sur des effets de superposition. Alors, il y a plusieurs passages qu'on pourrait citer comme exemple. Notamment, des fois, il s'amuse, alors pas très souvent, mais quand même un peu, à faire des vers prosaïques, des vers burlesques, des vers familiers, comme il le dit. Mais pour en rendre compte, en fait, on a plutôt choisi un exemple que j'ai aussi mis sur le diapo, que vous avez cité aussi d'ailleurs, un exemple situé à la fin du périple. C'est la citation 8 de l'exemplier, qui est vraiment intéressant pour arriver un peu à comprendre ce qu'on entend par superposition. En fait, voilà, il est à la fin de son périple, et La Fontaine, il évoque une nuit douce qu'il a passée dans un méchant gîte. Et en fait, notamment, on voit apparaître dans la prose des figures de la mythologie ou de l'Antiquité, Morphée, Achate, qui d'ordinaire sont quand même plutôt réservées aux vers. Et puis ça va plus loin, parce qu'on n'a pas seulement ces figures de l'Antiquité, on a aussi tout un intertexte virgilien, vous l'avez évoqué, mon fidèle Acate, c'est une expression qu'on trouve beaucoup chez Virgile, hein, avec cette épithète homérique qui est assez caractéristique. On a aussi cet adjectif de douce qui peut paraître assez commun, il a eu une nuit douce, mais en même temps ça s'articule avec Morphée qui arrive juste après. Et le doux Morphée, là aussi, c'est un syntagme poétique figé qui nous renvoie à Homère, à Ovide, à Ronsard. Donc on pourrait dire une sorte d'élan poétique, présent aussi dans cette métaphore du sommeil bigarré de songe, mais un élan poétique, et c'est ça qui nous intéresse, qui n'est pas non plus emphatique, qui reste discret en fait, et qui aussi se conjugue avec des allusions plus triviales, plus grivoises. Voilà, La Fontaine évoque le fait qu'il aurait bien aimé que la fille de l'hôte vienne le rejoindre, au moins en songe. Et donc on est plutôt ici dans ce méchant gîte avec des réminiscences un peu des historiettes de la Renaissance qui aimaient bien jouer sur ces sous-entendus grivois et qui parfois allaient jusqu'à l'obscénité. Donc on a un élan lyrique qui n'est pas annulé mais qui est atténué par cette présence de trivialité. Et de manière significative aussi, on peut remarquer que finalement le moment d'abaissement ultime, il ne le fit point et je m'en passai, il est en prose, mais dans un passage qui pourrait finalement être compris comme un décasyllabe blanc avec une césure puisqu'on a le rythme 5-5. Donc on est vraiment dans cette idée de superposition entre les vers et la prose qui nous semble caractéristique de ce mouvement 4, donc je reviens à ce schéma, et qui se laisse bien comprendre finalement comme une figure d'assimilation qui diminue les contrastes, fusionne les styles en propageant une douce raillerie dans le texte. Alors est-ce qu'il faut s'arrêter là ? Peut-être pas, parce que c'est vrai qu'il est assez tentant de terminer ce parcours en papillon en revenant à une continuité plus forte encore, qui serait celle de la position 5, et qui serait obtenue au terme d'une construction des hétérogénéités et de leur résolution.
Alors pour bien comprendre l'idée ici, il faut voir qu'on se situe un peu dans la lignée des travaux de Paul Ricoeur, qui envisage le récit comme synthèse des hétérogénéités, et ce que Jacques Fontanier un peu a formalisé avec cette citation qui est très juste: la signification saisie dans le mouvement même de l'énonciation est le produit de la résolution des hétérogénéités. Donc c'est bien ça en fait l'idée, c'est que cette position 5, ça nous livrerait pour nous un peu la signification du foyage, envisagée comme le produit d'un mouvement qui construit et qui défait les hétérogénéités en faisant se succéder toutes les étapes. Et selon nous, c'est vraiment au terme de ce mouvement constructeur qu'on peut saisir une forme de continuité reconstruite, en fait, l'identité supérieure de ce texte, cette identité de la position 5 qui s'incarne dans la métaphore de l'assaisonnement que La Fontaine évoque beaucoup dans cette captatio, et qui en fait, c'est vraiment ça en fait, l'idée c'est de donner du sel. Donc donner du sel, ça veut dire permettre aussi de faire entendre ces deux voix en même temps, sans qu'aucune n'annule vraiment l'autre. Est-ce qu'on a encore un peu, oui, donc on a quasiment terminé, hein, mais ce qui nous a un peu bluffé, pour parler familièrement, c'est la cohérence finalement textuelle à partir de cette syntaxe primordiale. Puisqu'elle vient s'actualiser dans énormément de figures que l'on croise, enfin que La Fontaine croise dans ce voyage. Alors, en témoigne un ultime exemple qu'on a logé dans l'exemplier, mais franchement, il y en a des tonnes comme celui-ci. Je vais peut-être le relire avec vous parce qu'il est très court. Dans l'enceinte, il y a 3 ou 4 choses. Alors oui, alors je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement où est-ce que l'on en est dans le récit de voyage, mais peu importe. C'est ça, voilà, tout à fait. Dans l'enceinte, il y a 3 ou 4 choses fort remarquables. Ah, on retrouve le scène sélection, hein, dont on vous avait parlé tout à l'heure. Il y a des choses remarquables, donc je vais en faire un poème, en gros. La première est ce bois de serre dont on parle tant, et dont on ne parle pas assez, selon mon avis, car soit qu'on le veuille faire passer pour naturel ou pour artificiel, j'y trouve un sujet d'étonnement presque égal. Ceux qui le trouvent artificiel tombent d'accord que c'est bois de serre, mais de plusieurs pièces. Or, le moyen de les avoir jointes sans qu'il y paraisse de liaison, de dire aussi qu'il soit naturel et que l'univers ait jamais produit un animal assez grand pour le porter, cela n'est guère croyable. Et hop, on enchaîne avec le poème et donc notre fameuse dynamique discursive. Il en sera toujours douté combien ce cerf aurait été plus ancien qu'un patriarche, tel animal en vérité n'eût jamais su tenir dans l'arche. Alors, vous voyez, j'ai une figure en fait de mon espèce d'organisation narrative profonde ici. Elle est figurativisée, puisque je me retrouve avec une position 1 où j'ai affaire à des bois de serre, à une continuité, d'accord ? Une continuité qui est associée à quelque chose de naturel. Et puis, je vois apparaître, position 2, un début de différenciation. Tiens, les pièces se dissimulent, elles se différencient. Et puis j'en arrive à mon étape numéro 3, puisque pour certains, c'est un assemblage totalement artificiel. Donc quelque chose de totalement discontinu. Ce sont plusieurs pièces qui ont été assemblées. Et je rejoins ma position 4, puisque La Fontaine précise bien, mais c'est pas si discontinu que ça, puisqu'on n'y distingue même pas de liaison. Voilà. Et ça nous amène finalement à la position 5, dans laquelle va s'illustrer l'insertion du poème. L'objet final est celui obtenu à la suite de la compétition entre continuité et discontinuité, sans que l'une ou l'autre prenne le dessus, car la question reste en suspens. Artificielle ou naturelle, La Fontaine ne tranche pas, et cependant la résolution donc, nous oriente vers la constitution, fût-elle présumée, d'un animal extraordinaire, je cite La Fontaine, qui n'eût jamais su tenir dans l'arche. Alors, je conclus, enfin, c'est quasiment fini, hein, juste 10 secondes, pour vous dire que, à contrario, ce mouvement constructeur-là, qu'on a essayé de déceler et de vous montrer dans toutes les strates textuelles, eh bien, il peut être intercepté précocement. Hein, il ne va pas dans le papillon, ne s'accomplit pas totalement. On peut l'intercepter en position 3, en position 2, ou même en position 1. Comme c'est le cas, par exemple, dans la description, dans la lettre 4, de cette chambre qui sert de lieu de détention à des captifs, et dont La Fontaine nous dit que nous parle de jours sans soleil
et de nuits sans sommeil pour caractériser ce lieu. C'est-à-dire finalement des nuits, des jours sans soleil et des nuits sans sommeil, c'est-à-dire un moment continu qui n'en finit pas. On est dans la position 1, aucunement troublé par les discontinuités occasionnées par la succession du jour et de la nuit. Alors, il est bien naturel que le cadre soit propice à susciter l'émotion de l'écrivain, hein, mais nous le suspectons de trouver davantage affligeant encore cette absence de discontinuité dans la continuité consécutive à un séjour en prison, car ce cher La Fontaine n'apprécie pas ces nuits sans sommeil, lui qui a coutume d'avoir, ainsi qu'il le précise à la toute fin de son voyage, il a coutume d'avoir donc un sommeil bigarré de songe, où se jouent justement des discontinuités. Voilà. Eh bien, La Fontaine se disait papillon du Parnasse est semblable aux abeilles. Alors vous aussi, vous avez fait le papillon et vous avez travaillé en abeille jusqu'à créer un emblème à partir du bois de serre qui rend compte d'une question qu'effectivement La Fontaine s'est posée, puisque votre exposé est tout entier la réponse à la question qu'il a exposée, vous le savez, dans la préface des Amours de Psyché et de Cupidon. La question étant pour lui de savoir si l'hétérogénéité des matières qui exige l'hétérogénéité des styles, laquelle rompt avec la loi absolue, l'unité la plus exigeante étant l'unité de style dans un texte, comment il le résout par moi ce que j'appelle le décalage dans le ton, c'est-à-dire ce que vous appelez le style de la discontinuité badine, qui crée une nouvelle forme de continuité sur le discontinu, si l'on peut dire, hein, c'est un peu cela, et donc qui aboutit à cette distance, comme il l'explique dans les Amours de Psyché. Il fallait de l'héroïque et en même temps il fallait du galant. Le galant c'est familier, l'héroïque c'est très haut, alors entre les deux que faire? Il fallait badiner. Le badinage étant la résolution, le vernis qu'on met pour que les bois différents finissent par devenir une marqueterie. Merci. Nous allons maintenant passer à une autre perspective, mais qui est également stylistique. Vous noterez combien est bien construite cette rencontre, puisque nous allons entendre Agnès Cousson nous parler de l'expression de la première personne, donc un problème d'énonciation à l'intérieur des lettres du voyage. Alors Agnès Cousson nous vient de loin, puisqu'elle est maître de conférences en littérature française à l'Université de Bretagne occidentale, c'est-à-dire à Brest, membre du Centre d'études sur les correspondances et les journaux intimes, qui explique qu'elle s'intéresse beaucoup au problème de l'énonciation à la première personne, et membre associé de l'Institut d'histoire des représentations et des idées dans les modernités. Ses recherches portent donc sur les écrits personnels au XVIIe siècle, qu'elle analyse selon une approche anthropologique, esthétique et rhétorique. Alors donc on va ajouter à l'approche rhétorique que nous avons entendue l'approche anthropologique, l'esthétique étant, je pense, un point de rencontre entre les deux exposés. Elle travaille donc sur l'expression du moi à l'âge classique, la poétique des genres autobiographiques et l'écriture de l'histoire, qui à cette époque-là était d'ailleurs de temps en temps, grâce au genre des mémoires, une écriture un peu à la première personne. Il y avait même des gens qui écrivaient la première moitié de leur mémoire à la première personne et la seconde moitié à la troisième, comme nous le savons, n'est-ce pas? Elle est l'auteure de l'écriture de soi, lettres et récits autobiographiques des religieuses de Port-Royal, en 2012, et elle a dirigé et contribué à 2 volumes sur l'entretien, ce genre très particulier du XVIIe, l'entretien au XVIIe siècle chez Garnier, 2018, et l'entretien du XVIIIe siècle à nos jours, en 2021. Elle a également dirigé Passion géométrique, les mélanges en l'honneur de Dominique Descottes en 2019. Alors je lui laisse donc la parole en réitérant son titre, qui a peut-être été oublié durant sa présentation, l'expression de la première personne dans les lettres du voyage. Merci beaucoup Patrick. Alors oui, j'ai réintitulé un petit peu les itinéraires rhétoriques du sujet, mais ça ne change pas grand-chose. Ce sera moins, peut-être quand même plus facile, j'ai envie de dire, d'un point de vue appréhendé. Alors c'est vraiment en toute humilité que je livrerai ici ma réflexion sur ces lettres de La Fontaine, devant Patrick, le spécialiste quand même ici présent, et Damien qui est dans la salle, n'étant pas moi-même spécialiste du tout de La Fontaine.
Donc l'incipit de la première lettre fait office de pacte de lecture entre La Fontaine et son épouse, à qui il destine, comme on l'a vu, les lettres de son voyage. La Fontaine s'engage à assaisonner, je reprends le verbe, les matières peu convenables qu'il traitera. Par égard, dit-il, pour sa destinataire, c'est à moi de les assaisonner si je puis, en telle sorte qu'elles vous plaisent. C'est à vous de louer en cela mon intention quand elle ne serait pas suivie du succès. Ce projet inaugural, me semble-t-il, fixe d'emblée un rôle au vous, érigé en juge du respect du pacte par le jeu. Le rythme du récit de voyage est brisé par des pauses réflexives au cours desquelles l'épistolier livre les pensées, les impressions suscitées par les lieux et les habitants. Il va d'un sujet à l'autre, refuse les longues descriptions savantes, nous l'avons dit, les explications historiques que la faible formation intellectuelle prêtée au vous rend inutile. Le rejet sur l'autre du mode d'écriture revient régulièrement dans les lettres, accompagné de la volonté répétée d'écrire pour amuser et instruire Madame de La Fontaine. Ces procédés amènent à interroger le rapport que le jeu entretient avec le vous, la manière dont il établit les rôles discursifs et l'usage qu'il en fait. Par ailleurs, cette place faite au vous dans les lettres et le style choisi emblématique, on l'a dit, de l'esthétique galante à laquelle La Fontaine souscrit, rappellent précisément l'esthétique de l'entretien, en vogue dès 1660 au XVIIe siècle. Ce genre caméléon, là aussi, pour sa capacité à intégrer et à adopter des formes variées, donne la primeur au dialogue dont il est issu. L'entretien traite de sujets sérieux avec légèreté en comité restreint et à l'écart, la plupart du temps, un cabinet dans une maison ou un coin de nature. Les lettres de voyage mettent en place une scénographie qui rappelle le sermopédestris des philosophes grecs, marcher et réfléchir. Les 6 lettres, écrites à une période où La Fontaine invente encore son style avant l'écriture des grandes œuvres, appellent cette hypothèse de lecture au sens où les lettres se présentent comme un espace discursif qui offre au jeu un lieu pour se dire à partir de la parole adressée et des lieux visités. Mon but n'est pas ici de vous dire qu'on est face à un entretien, c'est une entrée dans le texte. Le poète recrée par le jeu des pronoms un dialogue en présence, anticipe les objections et les appréciations de sa lectrice, l'incite à réfléchir et lui rapporte les entretiens, parfois, du petit groupe que forment les voyageurs. La lettre apparaît ainsi comme un centre de réflexion qui appelle la réflexion par le prisme du jeu. Les modalités rhétoriques qui caractérisent l'expression personnelle oscillent entre effacement et affirmation ostentatoire du sujet. Alors, que dit et que tait le jeu, pronom personnel ? Les discours assumés par celui-ci renvoient souvent moins à la personne qu'au personnage qu'il crée dans les lettres, celle du libertin irréférencieux. La persona, comme on l'appelle, apparaît alors comme une stratégie d'évitement du discours personnel au profit de l'écriture d'un moi littéraire public. La voix intime, si tant est qu'elle existe chez La Fontaine, mais croyons-le, s'exprimerait de manière disséminée, diffuse, par divers choix syntaxiques et stylistiques. Que révèle cette orchestration de sa propre parole par le jeu, et peut-on y lire un mode d'écriture de soi ? C'est ce que je me propose d'examiner. Les modalités discursives de l'expression personnelle révèlent des choix variés, emblématiques, me semble-t-il, d'une pudeur qui contraste avec la grivoiserie affichée par le jeu de la persona. Le discours relève du genre délibératif et la figure du destinataire s'élargit. Les négations, les superlatifs absolus, les locutions adverbiales subjectives, les appuis du discours laissent peu d'espace à la contradiction et appellent à partager la vénération implicite du jeu et des habitants de la région pour l'ancien frondeur. L'impersonnel est aussi la forme choisie pour traiter du mariage, dont le thème est lancé par une anecdote à propos de l'épouse d'un parent, qui, raconte La Fontaine, cajole son mari et vit avec lui comme si c'était son galant. Et je sais bon gré d'une chose à son mari, c'est qu'il lui fait encore des enfants. Il y a ainsi d'heureuses vieillesses à qui les plaisirs, l'amour et les grâces tiennent compagnie jusqu'au bout. Il n'y en a guère, mais il y en a, et celle-ci en est une. Le double sens profane et religieux du terme grâce confère éventuellement aux propos libertins une ambiguïté qui autoriserait une double lecture, légère ou grave, des propos. La vieillesse est heureuse quand elle est accompagnée des plaisirs de l'amour. Mise en perspective avec la forme épistolaire, ces lignes s'assimilent à une confidence à l'épouse,
voire à un vœu qui serait fait sous ses yeux. Mais la voix du moraliste se fait déjà entendre. Elle déplore, comme certains, contemporains d'ailleurs, les unions imposées qui sont alors légion et contraires à l'épanouissement de la sensualité. La Fontaine ne s'intéresse pas à la famille de son parent, mon humeur n'étant nullement de m'arrêter à ce petit peuple, sauf à une des filles dont a parlé Patrick Dandré, à qui la petite Vérole a laissé des grâces et en a ôté. Le poème qu'il introduit dans la lettre célèbre le reste de beauté de la jeune femme. On peut penser qu'à le lui dire, j'aurais pris un fort grand plaisir. Son évocation, l'évocation de la jeune femme, est présente pour ce qu'elle autorise, une variation sur le thème du libertin sensible aux attraits des femmes. Le jeu intègre le vous dans son jeu, par l'hypothèse envisagée de revoir éventuellement cette jeune femme qui lui permettrait de découvrir, je cite, ce qu'elle a dans l'âme et si elle est capable d'une passion secrète. Elle aime fort les romans. C'est à vous qui les aimez fort aussi de juger quelles conséquences on en peut tirer. L'épouse est une fois de plus appelée à formuler la conclusion, jugée à même de ne pas se tromper car lectrice de romans elle aussi. La comparaison érige implicitement Madame de La Fontaine en femme prompte à s'enflammer sur le modèle des héroïnes romanesques, au détriment ou non de sa vertu. La Fontaine revient à lui et invite son épouse à imaginer les activités libertines auxquelles il aurait pu se livrer s'il avait pu visiter Poitiers. J'eus quelques regrets de n'y point passer. Vous en pourriez aisément deviner la cause. Les vers, à leur tour, répètent ce qu'a dit la prose de manière ludique. Je suis certain que Cupidon n'eût jamais manqué de me prendre s'il m'eût tendu cet hameçon. À peine formulée, la mélancolie qu'on pouvait lire dans les lignes sur le mariage et la vieillesse, cette mélancolie sous-jacente sur la rareté des mariages heureux est dépassée par la plaisanterie dans une connivence avec Madame de La Fontaine qui paraît une complice de libertinage. Le récit de la visite du château d'Amboise, qui fut la prison de Fouquet, ami et mécène de La Fontaine, nous l'avons dit, est l'occasion d'une prise de position de l'épistolier, même si elle est ténue. L'écriture prend la forme de la confession, comme si La Fontaine entérinait le caractère fautif de la tristesse ressentie pour un condamné du roi. La description des conditions de détention de l'ancien surintendant se confond avec une déploration implicite de la décision de Louis XIV qu'on peut deviner derrière l'indéfini « on ». De tout cela, la vue superbe, le pauvre M. Fouquet ne put jamais, pendant son séjour, jouir un petit moment. On avait bouché toutes les fenêtres de sa chambre et on n'y avait laissé qu'un petit trou par le haut. Je demandais de la voir, triste plaisir, je vous le confesse, mais enfin je le demandais. Je fus longtemps à considérer la porte et me fis compter la manière dont le prisonnier était gardé. Je vous en ferai volontiers la description, mais ce souvenir est trop affligeant. Les vers prennent le relais de l'indicible en prose, non pour faire la description, mais pour répéter son impossibilité en raison de la force de résurgence d'une émotion trop forte. Vous peindre un tel appartement, ce serait attirer vos larmes. Je l'ai fait insensiblement. Cette plainte a pour moi des charmes. Le jeu assume implicitement la peine à décrire, soit la douleur ressentie pour Fouquet, mais il rejette sur le vous son refus de s'étendre. Si l'attendrissement est le propre de l'époux et de l'épouse, seul l'épistolier peut être sensible au charme du drame de Fouquet, que Madame de La Fontaine semble ne pouvoir appréhender que par les sens. La singularité revendiquée ici semble être celle du poète, qui, par la force de la poésie, transcende la tristesse par l'écriture et en fait, insensiblement, c'est l'adverbe utilisé, sentir l'émotion. Sans la nuit, dit-il, on n'eût jamais pu m'arracher de cet endroit. L'opposition des pronoms « on » et « je » marque une nouvelle fois la singularité du jeu dans le groupe de voyageurs, un « on » insensible qui oblige le sujet à partir contre sa volonté. Une fois encore, le choix du pronom sujet et la forme complément laissée au jeu miment dans l'écriture les rôles des participants. Le portrait de soi peut passer aussi par de brèves allusions à l'autre, Monsieur de Châteauneuf par exemple, qui accompagne la visite de La Fontaine à Richelieu. L'homme participe par un effet de contraste au portrait de soi en esthète, disséminé dans les lettres. De retour au château, La Fontaine est fort satisfait et Monsieur de Châteauneuf, qui était en grosses bottes, est fort las. L'opposition renvoie à l'idée qui sous-tend la visite.
Le lieu inspire celui qu'il touche, lui plaît par une beauté toujours décrite de manière générale. C'est ce qui m'a frappé aussi chez La Fontaine, mentionné avant tout pour son pouvoir sur l'intériorité du sujet. Les grosses bottes, mentionnées par 2 fois, suggèrent que M. de Châteauneuf n'est pas du côté de ceux qui s'extasient, des rêveurs comme La Fontaine, mais des hommes ordinaires. Sa lassitude suppose une lourdeur qui s'oppose à la légèreté du sujet, qui visite le château au gré de ses désirs, sans plan préétabli. Alors j'en viens à la persona comme stratégie d'évitement du jeu. La persona édifiée dans les lettres fonctionne, me semble-t-il, comme une stratégie d'évitement de la première personne. La Fontaine cultive l'image du galant, de l'amoureux des belles femmes, du paresseux, nous l'avons déjà dit. Si ces traits peuvent renvoyer à sa personnalité, il convient tout de même de les interpréter à la lumière des exemples précédents. La badinerie s'impose dans des lettres destinées à plaire et constitue un rempart au service de la pudeur d'un sujet peu enclin à se livrer. Les fins de lettres, qui sont des lieux d'effusion, quand l'autre est un proche, par exemple Racine dans les lettres familières s'épanche. Ici, les fins de lettres sont un espace de jeu. L'expression familière, par exemple, notre marmot, pour désigner le fils de 10 ans, rappelle les liens familiaux qui unissent le je et le vous, alors qu'on a très peu d'indices textuels de ce lien. Et la familiarité crée une distance affective. L'allusion aux femmes du Limousin, chaperon possible du fils, témoigne de cette volonté de privilégier l'amusement plutôt que l'épanchement, fût-il de circonstance dans la lettre. Je vous écrirai ce qui nous arrivera en chemin et ce qui me semblera digne d'être observé. Cependant, faites bien mes recommandations à notre marmot et dites-lui que peut-être j'amènerai de ce pays-là quelques beaux petits chaperons pour le faire jouer et pour lui tenir compagnie. La clôture rappelle le pacte initial. La Fontaine écrira du voyage ce qu'il estime intéressant et propre à plaire à son épouse. Il se pose de nouveau en époux à la fin de la 3e lettre, au moyen d'une plaisanterie faite à sa femme. Il recourt à un autre topos de la correspondance, la mention de l'heure de fin de rédaction de la lettre, presque minuit, un détail toujours chargé de montrer l'effort du scripteur pour son destinataire, appelé implicitement à la reconnaissance. La Fontaine force le trait par la mention de l'heure de son lever le lendemain, de fort grand matin. La défense des maris dans laquelle il se lance confirme le caractère topique de l'abnégation du jeu et son véritable dessein, édifier son image de paresseux qui est aussi contournement de l'expression de l'affection. J'emploie les heures qui me sont les plus précieuses à vous faire des relations, moi qui suis enfant du sommeil et de la paresse. Qu'on me parle après cela des maris qui se sont sacrifiés pour leurs femmes. Je prétends les surpasser tous, et que vous ne sauriez vous acquitter envers moi si vous ne me souhaitez d'aussi bonne nuit, que j'en aurai de mauvaises avant que notre voyage soit achevé. Ces lignes sont plus propres à amuser l'épouse qu'à susciter sa pitié et ses remerciements. La Fontaine surjoue les maris modèles, le sacrifié d'une femme dont il réclame un bonne nuit, contre les codes du genre épistolaire qu'il renouvelle par ses jeux verbaux, autre expression de la connivence intellectuelle et affective qu'il entretient avec sa femme. Plus loin, la lourdeur de la tâche annoncée d'écrire le château de Richelieu rappelle cette image de mari méritant, d'autant plus valeureux à la tâche qu'il confie avoir peu de mémoire, autre trait de caractère revendiqué. Pour la peine, je n'en parle point et tout mari que je suis, je la veux bien prendre. Ce qui me retient, c'est le défaut de mémoire, pouvant dire la plupart du temps que je n'ai rien vu de ce que j'ai vu, tant je sais bien oublier les choses. La connivence qui l'unit à Marie s'exprime moins qu'elle ne se lit dans ses jeux verbaux ou dans ses douces moqueries. Par exemple, sans avoir étudié en philosophie, vous pouvez vous imaginer qu'il n'y a point de vallée sans montagne, une évidence propre à la faire sourire plutôt qu'à la fâcher. Le jeu assume sa propension pour les femmes, entre réalité et fiction, dans une apostrophe au « vous », mis au défi de trouver un argument contradictoire sur un sujet en apparence badin, à l'occasion de l'évocation d'une poitevine qui a toute qualité de bon augure, dit-il, et j'y eusse trouvé matière de cajolerie si la beauté s'y fut rencontrée. Mais sans elle, rien ne me touche. C'est à mon avis le principal point. Je vous défie de me faire trouver un grain de sel dans une personne à qui elle manque. La coordination, mais sans elle, rien ne me touche,
qu'on peut lire au premier degré, explicite la sensibilité de La Fontaine à la beauté en général. Si le poète invite à une lecture légère et vive, la manière dont il se livre et dont il veut que le lecteur réfléchisse exige une attention et une méditation de l'écriture. Le bon lecteur des lettres, finalement, dessine celui à venir des fables. Il sait rire et méditer ce qu'il a lu pour en discerner la profondeur. La seconde lettre prend des airs d'entretien galant autour des amours de la Barigny, une claire brune de belle taille, à la gorge admirable, qui aurait épousé son amant. À tout prendre, dit La Fontaine, il y a peu de choses à souhaiter, car rien, c'est trop dire. Il apostrophe sa femme et l'appelle à se positionner, et là aussi, on peut lire les propos de façon différente, selon où l'on place les crochets que j'ai ajoutés. Que dites-vous de ces mariages de conscience ? On peut s'arrêter là et imaginer ensuite qu'un devisant prend la parole, ou au contraire considérer que c'est La Fontaine qui enchaîne. Ceux qui en ont amené l'usage n'étaient pas niais. On est fille et femme tout à la fois, le mari se comporte en galant. Tant que l'affaire demeure en cet état, il n'y a pas lieu de s'y opposer, les parents ne font point les diables, toute chose vient en son temps, et s'il arrive qu'on se lasse les uns des autres, il ne faut aller au juge ni à l'évêque. Éloge d'un type de mariage qui a les avantages mais pas les inconvénients des mariages officiels par le poète libertin. On peut aussi s'arrêter, comme je le disais, à la question et réduire le rôle du jeu à celui de lanceur de débat comme dans les entretiens. La suite serait alors la réponse d'un devisant de même esprit. Ces deux lectures sont rendues possibles par l'absence du jeu, une polysémie qui ouvre le propos personnel vers le dialogue. La formule conclusive « Voilà l'histoire de la Barigny » marque la fin de l'intermède au profit d'un retour au récit de voyage, l'entrée dans Orléans où effectivement la statue de la Pucelle laisse La Fontaine de marbre. Alors, j'en viens maintenant, pour conclure, à l'alternance du je et du vous dans la description. Il me semble que cette alternance serait l'expression de traits de personnalité et de l'esthétique de La Fontaine. Alors, je m'arrêterai évidemment essentiellement sur la description des châteaux d'Amboise et de Richelieu. La Fontaine note, nous l'avons dit, ce qu'il a remarqué, ce qui lui a plu, contre une visite savante à vocation culturelle. Sa culture humaniste est disséminée dans les détails, je n'y reviens pas. Il dit son admiration de la vue qu'offre le château au moyen du présentatif qui met en avant, non le sentiment, mais son origine. Et on discutera sans doute avec Damien de ce fameux œil sur lequel je m'interroge. Ce qu'il y a de beau, c'est la vue. L'œil n'y trouve rien qui l'arrête, point d'objet qui ne l'occupe le plus agréablement du monde. Le présentatif et les superlatifs mettent en avant le paysage, non le ravissement qui est suggéré. La Fontaine souligne son attachement au sens de la vue, c'est l'œil qui est en position sujet, autrement dit l'organe par lequel passe le sentiment. Dans la lettre 5 sur le château de Richelieu, la personnalité de Madame de La Fontaine vient de nouveau justifier les choix descriptifs. Ce ne sont peut-être pas les plus remarquables, il dit ça à propos de quelque chose dont il a parlé, mais que vous importe ? De l'humeur dont je vous connais, une galanterie sur ces matières vous plaira plus que tant d'observations savantes et curieuses. Cette nouvelle allusion au manque de culture supposée de sa femme vient légitimer des choix d'écriture qui formeront les caractéristiques stylistiques de l'œuvre. De même, la mention d'un autre lecteur appelé à ne pas se méprendre sur le contenu des lettres. Ceux qui chercheront de ces observations savantes dans les lettres que je vous écris se tromperont fort. Vous savez mon ignorance en matière d'architecture. L'image de soi en ignorant des savoirs savants sert à contrer les critiques éventuelles, une précaution qui révèle la prise en compte d'un lectorat plus vaste que sa seule destinataire. La méprise envisagée offre aussi une autre occasion de réitérer ses choix esthétiques en matière de narration et de description. Le plaisir du scripteur pensé dans sa réciprocité et la brièveté le plaisir du scripteur pensé dans sa réciprocité et la brièveté sont érigés en principe d'écriture contre l'exhaustivité qui suppose une longueur susceptible de perdre l'attention du lecteur. Les « je ne me souviens pas » ou « je ne me souviens plus » corroborent l'image littéraire de l'homme doué de peu de mémoire. Mais les appels à l'indulgence érigent la destinataire en complice, ce qui pourrait sembler des faiblesses de l'écriture. La pédagogie de La Fontaine apparaît dans cette adaptation du propos à son lectorat.
Par goût, il évite les longues descriptions savantes, mais aussi par nécessité. L'éducation de Madame de La Fontaine, image du public mondain qui sera celui de son mari, n'a pas une formation savante et elle n'est pas à même de s'ériger en juge ou en correctrice des erreurs potentielles. Donc, cette prise en compte d'un lectorat plus large apparaît dans la mention du genre épistolaire retenu, qui contraint à réduire la description et induit des choix, au risque d'écrire un volume, dit La Fontaine. Donc, toutes ces remarques de métalangage revêtent une valeur oratoire qui témoigne de la réflexion de l'auteur sur la postérité et la réception de ces lettres, en même temps qu'elles sont un lieu d'expérimentation et d'affirmation d'une esthétique. La propension de La Fontaine pour le dialogue s'exprime dans la manière de décrire Richelieu. Le je laisse le vous choisir les mots qu'il préfère entre plusieurs termes spécialisés, pointe, bec, bout de navire, dont la seule présence, d'ailleurs, dément l'identité affichée de profane de l'architecture. Les apostrophes à l'épouse parsèment la 5e lettre officiellement dans le désir de clarté du propos. Ne vous allez pas imaginer que j'entende par là. L'effet d'oralité engendré renforce l'illusion d'une conversation en présence et participe à l'impression de lecture recherchée. Faire croire au lecteur qu'il participe à une visite par ailleurs retardée par le long préambule, une image textuelle de l'avenue que doit suivre le visiteur avant d'apercevoir le château. Le lecteur peut partager l'impatience que fut celle de La Fontaine. Certaines tournures mettent le sujet en position de maître. Il faut encore que vous sachiez, il est bon que vous sachiez, et le vous est relégué en position d'élève. Le sujet prend le rôle de celui qui instruit, mais là aussi non pas dans une pédagogie lourde, mais par petites touches, à l'occasion d'une chose vue. Cette manière d'écrire offre une modalité d'organisation du propos contre le risque d'éparpillement induit par une visite improvisée. En apparence relâchée, la réécriture de la visite est pensée en lien avec les préceptes d'écriture. Le statut du vous, par ailleurs, en position de dominer dans la société, autorise un rapprochement avec celui de l'écrivain confronté à une situation semblable. Et c'est au moyen d'une plaisanterie topique sur les relations amoureuses que la critique sociale s'immisce dans la lettre, appelée par la vue des 2 captifs de Michel-Ange. Les quatrains établissent une comparaison entre les hommes qui se piquent d'être des esclaves des dames et les dames qui se piquent d'être de marbre pour nous. La prose fait intervenir le jeu explicite, qui fait intervenir le jeu explicite la valeur réflexive du jeu poétique. Pardonnez-moi cette digression, il m'est impossible de tomber sur ce mot d'esclave sans m'arrêter. Que voulez-vous, chacun aime à parler de son métier, ceci soit dit toutefois sans vous faire tort. La difficulté du statut d'écrivain n'est pas assumée, mais exprimée dans 2 mots, esclave et métier, et elle est énoncée dans une désinvolture feinte, selon le respect du pacte de lecture. Le luxe du château, même chose, je passe sur ce point. Je voudrais m'arrêter sur la sensibilité exprimée face aux lieux ou aux objets saints, qui nuance, me semble-t-il, l'image libertine cultivée par le motif sur les femmes. L'ennui, par exemple, exprimé à la messe à Clamart, la licence dans laquelle La Fontaine évoque d'abord le fait religieux. Je pense aussi à l'humour dont il fait preuve pour dire sa joie de l'absence de prêche. De bonne fortune pour nous, le curé était ignorant et ne prêcha point, dit-il. Mais le libertinage et l'incapacité avouée à ne pas savoir traiter des faits religieux dans le style requis ne signifie pas désintérêt pour les lieux saints. La Fontaine dénonce l'austérité des pratiques chrétiennes, mais pas la dévotion, me semble-t-il. Et l'influence de l'oratoire a sans doute part à l'intérêt porté aux chapelles tout au long du récit. La Fontaine reconnaît par exemple avoir manqué à une forme de dévotion respectueuse dans les lignes consacrées à la Madeleine du Titien, dont il décrit les beaux tétons avant le jeûne. Il me semble, commente-t-il, que je n'ai pas parlé trop dévotement de la Madeleine. Aussi n'est-ce pas mon fait que de raisonner sur des matières spirituelles. J'y ai eu mauvaise grâce toute ma vie. Ce dernier jeu de mots, mauvaise grâce, inscrit dans l'écriture le rapport distancié de La Fontaine à la religion. Mais la description sensuelle de la sainte sert à dénoncer ce qu'il appelle les nouvelles pénitences, dans une exhortation cette fois directe à ne pas les respecter, car elles sont responsables d'une perte des charmes premiers. Tout homme de saint entendement les fuira, dit-il.
Les tétons de la sainte attirent l'œil et suscitent la dévotion, confirmant l'importance de ce sens chez La Fontaine. Autrement dit, c'est la voix libertine, celle qui fait l'éloge de la poitrine de la sainte, qui exprime la dévotion qui convient à l'auteur, un rapport au religieux fondé sur le plaisir visuel, éloigné d'une austérité nocive qui fait perdre au corps une beauté propice à une forme de recueillement. La sainte est belle et c'est pourquoi elle attire l'œil. Le Saint Jérôme du château est lui aussi une merveille à ses yeux, autant que les jardins dans lesquels il trouve une inspiration concrétisée par les vers. Et là aussi, il écrit « Il faut le laisser » à propos de Saint Jérôme, le défectif exprimant la difficulté de l'action impartie par le devoir de poursuivre la visite et les lettres. Cette sensibilité à l'objet religieux qui effraie les augustiniens de Port-Royal, inquiets que l'objet ne devienne idole, montre que La Fontaine se rattache sans doute à une forme de dévotion plus douce, peut-être celui de François de Sales, je n'en sais rien. Alors, c'est fini ? D'accord, bon, ben, je peux... enfin, je sais pas. C'était juste 2 mots de conclusion. Je voulais juste dire que ces lettres s'assimilent à un entretien de soi à soi par le dialogue avec Marie, figure d'un lectorat plus vaste, et par un décor réel qui revêt une fonction dialogique au sens où l'espace et les personnes appellent l'écriture personnelle qui se formule par le détour. L'image de Madame de La Fontaine s'enrichit au fil des lettres. La lectrice de romans du début devient une complice de badinage, une accompagnatrice de voyage et une réceptrice des menues confidences. Les lettres supposent une femme peu encline à se choquer du peu de vertu affiché par son mari, une femme également intelligente, apte à reconstruire la part de jeu de ses propos. Chercher le sérieux derrière le rire, telle est la mission finalement fixée au lecteur par La Fontaine à travers le personnage de l'épouse, une finalité bien sûr qui sera appelée à s'épanouir dans son œuvre. Les choix énonciatifs inscrivent au sein de l'écriture l'esthétique de La Fontaine, qui fait la part belle, on l'a dit, au mouvement et à la rêverie. Les lettres sont le lieu d'une synthèse entre des conceptions d'écriture et une manière d'être au monde. Et la question de la sincérité qui se pose pour toute lettre, espace de mise en scène de soi, est accrue ici bien sûr par cette posture d'un jeu qui joue, mais qui est plus grave qu'il n'y paraît, me semble-t-il. La Fontaine choisit une posture qui favorise l'échange et l'élaboration par chacun de sa pensée contre un savoir dispensé de manière dogmatique. Le lecteur est invité à poursuivre la réflexion sur les destins brisés de Gaston d'Orléans, de Fouquet, sur la précarité du statut d'artiste ou encore sur l'importance de Richelieu dans l'histoire. Le sujet intime, ou celui qui s'en rapprocherait le plus, se lie dans les stratégies de substitution du jeu, le détour par l'autre, l'indéfini, l'impersonnel, l'allusion. La variété des choix énonciatifs contribue à briser la monotonie du discours épistolaire à la première personne et participe du dessein de plaire. L'écriture se fait prime sautière, joueuse, reflet de l'humeur vagabonde de l'auteur. L'écriture de soi participe à un jeu de lecture qui consiste à reconstituer les traits de caractère du sujet. Le goût du dialogue, de l'amour libertin associé à la nature et d'une liberté de pensée à laquelle, finalement, le mécène et frondeur Gaston d'Orléans offre un visage. Alors, je passe sur l'attrait pour les monuments historiques, on en a déjà parlé. Je reviendrai au désintérêt avoué pour les discussions sérieuses que sont les controverses. La Fontaine le dit clairement, les controverses l'ennuient, de même les pratiques religieuses, je l'ai dit. Mais il me semble qu'on peut déceler une forme de dévotion intérieure, encore une fois, dans l'intérêt porté aux églises, aux chapelles et aux représentations des saints. Peu de Phyllis, beaucoup de Jeanne, cette formule que nous avons déjà commentée, alors déjà marque une unité, puisque le retour des prénoms à la fin de la lettre 6 participe à la cohérence thématique et stylistique de l'ensemble, et elle permet aussi une ultime adresse au vous. Jugez si c'est là mon affaire, et il revient à Madame de La Fontaine et au lecteur d'apporter la réponse à cette question, un jeu facile si on a lu ce qui précède. Je vous remercie.
Oui, vous avez terminé en nous rappelant que les prénoms sont toujours un enjeu idéologique. Toujours. Je vous remercie parce que vous avez vraiment fait une présentation qui est virtuose, puisqu'il s'agit de suggérer la verticale de l'intime à partir de l'horizontale du relationnel, dans un siècle où effectivement l'intime n'est peut-être accessible que par l'horizontale du relationnel. C'est tout le problème de l'image du creusement. Et donc le rapport du jeu au nous, qui, comme vous le dites, trompe sa solitude par un effet de nous. J'ai aimé qu'à la fin, vous ayez employé le verbe plaire. C'est vrai que nous n'avons pas encore traité le thème de l'élégance. L'élégance est une des clés, sans doute, de ce texte, et sa relative insipidité par rapport à des voyages plus musclés ou plus colorés procède peut-être de cette éviction qui est celle de l'élégance de style qui vise à ce que, dans l'une de ses dernières leçons, Barthes appelait le neutre. Il y a un effet de neutre dans ces lettres, je pense, qui est recouverte par le badinage, mais ce badinage lui-même est tellement peu assumé en tant qu'expression d'un moi personnalisé, personnifié, et tellement comme un moi, je dirais, décoloré, qu'il y a là peut-être la suprême élégance qui consiste surtout à ne pas parler de soi, parce que ça ne se fait pas, en quelque sorte. Non, et au XVIIe, ça ne se fait pas. Je sais, oui, c'est justement l'élégance, et c'est peut-être cela qui est une des clés de ce texte et qui explique comment dirais-je, les nécessités que nous avons pour y parvenir, et ces deux exposés le montraient remarquablement, de passer par des étayages. Ce n'est pas un texte, à mon avis, auquel on peut venir directement. Nous avons eu deux approches qui sont hautement significatives. L'une qui relève, je dirais, de la science des textes, mais vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais enfin, je dirais que ça relève davantage de la science des textes, et l'autre de l'histoire littéraire dans sa branche stylistique. Et ça explique d'ailleurs comment ces deux savoirs coexistent, s'interpellent, s'enchevêtrent pour former ce que nous appelons l'approche du texte. Et parfois, elles sont considérées comme opposées ou contradictoires parce que du politique s'est mêlé à tout ça. Il n'y a rien à faire là-dedans. Ce sont des approches qui sont des modalités de compréhension, de restitution de la dynamique des textes. Parce que nous l'avons entendu, dans les deux cas, le texte était conçu dans cette dynamique. C'est-à-dire que ce n'était pas un texte statique, et pour un texte de voyage, je crois que c'est tout à fait bien. C'est vrai, c'est un texte qui est considéré dans sa puissance énergétique d'expression de quelque chose que les uns appelleront le littéraire et les autres la littérature. Ce n'est pas très éloigné. Je laisse la parole à la salle pour 4 minutes de discussion. Donc vous avez 2 minutes pour poser des questions à un des exposés, 2 minutes pour l'autre. Et même si c'est un exposé de 2, vous avez 1 minute pour chacun. D'accord ? Alors à vous la parole. Il y a un micro branché dans cette alcôve là-bas qui peut permettre 1 ou 2 questions. Moi, j'en fourmille, mais je ne vais pas profiter de mon arrogante position pour les poser. Oui, merci pour ces 2 exposés. J'ai une petite question de curiosité à poser à Cécile Tardy au sujet des rapports entre La Fontaine et voiture. Tu as travaillé sur ce dernier. Je me demandais si, du coup, en lisant Cécile, tu avais repéré des traces de cette accointance. Il le cite dans une des lettres. On sait que c'est un modèle d'écriture pour lui. Est-ce qu'il y a des passages qui t'ont semblé particulièrement intéressants à ce sujet ? Oui, merci pour ta question. Oui, bien sûr, j'ai pris sur moi pour ne pas parler de voiture, mais c'est vrai qu'en fait, toute cette dimension de badinage, c'est vraiment, c'est vraiment l'esprit de voiture qu'on ressent. Si on devait dire un passage, c'est vrai, c'est celui que tu as cité, en fait, autour du Valentin, quand voiture s'amuse à dire... il décrit le palais en disant que c'est une fausse description, il s'en amuse, il confond tout, et ça donne lieu à une non-description. Et c'est vrai que cette dimension-là où finalement, le réel est prétexte un peu à un exercice de style, à du badinage, à de l'amusement, et puis voiture, il a écrit plein de lettres de voyage aussi, avec cette même...
entrer aussi par des intertextes littéraires, en fait, qui permettent de créer de la distance par rapport à ce qui est décrit. Donc, oui. Vraiment, là, on voit vraiment, je trouve, beaucoup en quoi c'est son maître Vincent. Après, il y a sûrement aussi des... Enfin, voilà, j'ai pas voulu creuser cette piste, mais effectivement, il y aurait des choses à dire, bien sûr. Dans l'édition aussi, c'est quelque chose... Une question pour Agnès Cousson ou pour François Laurent, ou les deux. Moi, j'en avais une pour Agnès Cousson, mais il nous reste 2 minutes. C'était lui demander si elle pense que cette relation entre le mari et la femme, entre le je et le vous, peut être considérée comme une étape dans la conquête de l'intime, dans la conquête d'un langage de l'intime que Rousseau portera quand même à son épanouissement, ou s'il s'agit simplement, d'après vous, mais en 1 minute, ça va être dur, hein, s'il s'agit simplement... J'ai l'impression. Oui, s'il s'agit simplement de la réitération d'une forme et d'une norme que l'on trouve dans beaucoup de textes précédents, qui est la forme de l'entretien, finalement, qui s'interdit l'accès à l'intime, justement, en le mimant et en le jouant. Est-ce que, d'après vous, la persona est un moyen d'accéder à l'intime ou un moyen de se le refuser? Voilà l'idée, si vous voulez. Oui, oui, c'est large. Parce que non, mais justement, c'est dire parce que au début, c'était la persona comme stratégie d'évitement de soi. Oui, oui. Et en lisant mon texte, je me disais, mais si ça se trouve, c'est complètement le contraire. Oui. Donc, vous voyez l'interrogation que. Exactement. Oui, je pense que la persona dit des choses, bon, le vagabond, le rêveur, le paresseux, etc. Mais je pense que c'est à l'intérieur de la persona qu'on a des petits détails intimes. Et je pense que la relation à la femme, elle est quand même bien plus intime qu'il n'y paraît. Même si on ne trouve aucune formule d'affection, c'est ça qui peut frapper quand même. Parce que si on prend Racine, par exemple, qui est très pudique, Racine, quand même, à la fin, n'arrive pas à se retenir, puis il lâche comme ça de temps en temps un « je vous embrasse » à sa femme, mais dans toutes ses lettres, on n'en a peut-être qu'un. Ce sont je trouve que c'est ce point commun entre La Fontaine et Racine qui m'a frappée aussi, c'est le refus de dire à l'épouse des sentiments, alors qu'ils n'existent pas forcément non plus, parce que ce sont des mariages imposés. Mais il me semble quand même que pour raconter tout ça à sa femme, il faut bien qu'elle soit complice et puis qu'elle ne se choque pas de tout ce qu'il raconte. Et il me semble que peut-être, oui, on a un début d'intimité par le badinage, entre ça crée une intimité entre le je et le vous, je trouve. En somme, la Parce qu'il ne dirait pas ça à une femme dévote. Oui. Enfin, on n'écrit pas ça à n'importe quelle femme quand même, c'est son épouse. Oui. La persona serait en somme non plus un masque mais un véhicule, encore que reste à savoir si ce n'est pas le véhicule qui crée le voyage. C'est-à-dire si ce n'est pas parce que la persona a tellement joué ce rôle que l'intime a fini par apparaître. Oui. Mais les deux sont vraiment intriqués. Je pense que la persona dit une partie des choses, tout comme elle fonctionne comme une stratégie d'évitement. Parce qu'au XVIIe siècle, c'est vrai que c'est considéré comme très inélégant de parler de soi, d'exprimer des sentiments personnels. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde raconte tout. Là, Bien sûr. Bon, je pense que nous allons pouvoir terminer. Si je peux me permettre de terminer par ce que Molière appelait un colibé, c'est-à-dire un jeu de mots, je dirais qu'après avoir parlé de voiture et de véhicule à propos d'un récit de voyage, on ne pouvait pas mieux finir, n'est-ce pas? Par où saurais-je mieux finir? Vous savez que c'est le dernier vers des Fables de La Fontaine. Alors c'est ce que nous dirons ce soir. Merci Patrick. Tous et toutes, bien sûr. Et je vous rappelle que nos travaux continuent demain matin à partir de 9h30 jusqu'à 11h30. Merci beaucoup. À demain.